Voilà, donc sans plus attendre, on va commencer. Je vais adresser une question très ouverte aux participants de cette table ronde que je remercie de nouveau de s'être rendus disponibles aujourd'hui. Donc, premier point, en quoi la formation aujourd'hui, c'est un enjeu structurant pour la bioproduction? Si vous voulez, j'attaque. Allez-y, Jérémy. Déjà, je vais me représenter peut-être un peu plus en détail. Donc, Oui, moi, je suis donc PUPH à Marseille, donc je suis pharmacien biologiste. Donc, je travaille quotidiennement dans un environnement où on a une zone de production pour préparer des produits de thérapie cellulaire et des médicaments de thérapie innovantes. Je connais les contraintes qui sont associées à ces médicaments biologiques innovants, à la production de ces médicaments biologiques innovants. Et côté faculté de pharmacie, je suis responsable de la filière industrie, donc former les étudiants qui s'orientent vers l'industrie pharmaceutique. Euh, je pense que finalement, il faut repartir du point de départ, quoi. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a 50 à 60% des médicaments en développement sont des biomédicaments. On a bien vu pendant la crise Covid l'importance d'être en capacité de fabriquer des médicaments innovants. Donc, dans ce cas précis, c'était un vaccin ARN messager qui était vraiment une innovation de rupture, ce qu'on n'a pas été capable de faire sur le sol français. Et s'en est suivi finalement un peu par ricochet euh, un plan de financement France 2030 qui doit nous permettre de réindustrialiser la production de ces biothérapies sur le sol français. Si on réindustrialise, ben, on va avoir besoin de ressources humaines et donc on va avoir besoin de former correctement, que ce soit enfin, tous les acteurs de la filière, que ce soit des ingénieurs, des pharmaciens, des techniciens, de manière très très large. Et, euh, et du coup, l'enjeu sur la formation, effectivement, est complètement majeur dans ce domaine, quoi. merci beaucoup, Jérémy. Est-ce que les uns et les autres, vous avez des points additionnels sur le sujet? Je pense que tout a été bien implanté comme décor. Effectivement, la formation, c'est clé pour l'attraction des talents dans cette filière et la rétention des talents, bien évidemment, avec de nombreux jobs qui vont émerger et beaucoup de diversité aussi dans ces professions qui tournent autour de la bioproduction. Alors Et justement, ou pardon. non, pardon, on va effectivement aussi avoir un enjeu assez fort d'attractivité et d'amener vers la formation. Effectivement, lorsque les jeunes sont dans les formations, ben, donc ils sont formés effectivement, mais il y a un sujet sur aussi comment est-ce qu'on va donner envie aux jeunes, lorsqu'ils sont dans leur phase d'orientation, à s'orienter vers ces filières-là de formation et les modalités de formation ont un rôle aussi à jouer dans l'attractivité des formations. Donc, on a un sujet qui est complet à la fois depuis l'attractivité jusqu'à la formation elle-même. Alors justement, aujourd'hui sur l'attractivité, des métiers, quel regard vous portez, par rapport aux jeunes? Si je peux faire un point Euh, d'un point de vue étudiant, je dirais qu'on ne nous en parle pas beaucoup de la bioproduction. Et là, moi, je suis en dernière année de master et donc là, c'est la première fois qu'on m'en parlait réellement, qu'on allait un peu plus profondément dans le sujet. Donc, je pense que c'est un sujet qu'il faut vraiment aborder plus en détail, qu'il faut le faire connaître aux jeunes, peut-être à travers plus les plateformes qu'ils ont l'habitude d'utiliser, pour vraiment, voilà, que ça devienne connu et qu'il y ait les formations adéquates pour aussi, le jour où on arrive dans le monde du travail, avoir les compétences pour pouvoir répondre aux besoins. Oui, c'est ça, on est sur des sujets qui sont extrêmement pointus et pour autant, la formation, elle démarre très tôt, hein. On a aujourd'hui des formations dans le domaine dès le niveau bac professionnel. On poursuit sur des BTS, donc niveau bac plus 2. Et on a dès ces niveaux-là de formation des enjeux forts d'attractivité pour donner à voir ce que sont ces secteurs, la bioproduction, qu'est-ce que c'est, dans des formations souvent qui ne sont pas à ce niveau-là, des formations spécifiques, hein, à 100% dédiées à ce sujet de la bioproduction, où on va mélanger un certain nombre de secteurs, de cosmétiques, d'agroalimentaire, d'industrie pharmaceutique au sens général. Et donc, c'est au sein de ces formations-là, il y a un sujet sur comment est-ce qu'on va mettre le doigt de façon peut-être un petit peu plus précise, un petit peu plus pointue sur les enjeux de bioproduction, ce que c'est, ce que ça veut dire et ce que ça engage ensuite en termes de compétences, hein, et éventuellement aussi de poursuite d'études. Et peut-être pour compléter, je suis assez d'accord qu'il faut sensibiliser le plus tôt possible.
Probablement à commencer à en parler en pré-bac, parce que, et ça, enfin, je pense qu'il y a pas mal de dispositifs qui sont en train de se mettre en place avec les AMI compétences et métiers d'avenir pour vraiment travailler sur cet aspect-là. Et évidemment, moi je suis d'accord avec Laetitia sur utiliser les outils de communication qu'utilisent les jeunes. Et aussi, derrière ces gros mots, biothérapie, bioproduction, euh, peut-être mettre en avant des histoires, voilà, un peu grand public. On voit passer régulièrement et vulgariser tout ça, on voit passer régulièrement en fait quand même des prouesses technologiques dans ce domaine-là. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, il y a eu un bébé qui a été traité pour une maladie métabolique grâce à une thérapie génique qui utilisait CRISPR-Cas9, une thérapie personnalisée qui était complètement unique. C'était une première mondiale. Ben voilà, finalement, essayer d'embarquer les nouvelles générations dans cette aventure de développement des nouvelles biothérapies innovantes, quoi. Je pense qu'il faut associer, ouais, je termine, désolé, je pense qu'il faut associer vraiment la bioproduction à l'innovation. Voilà. Bioproduction, finalement, on peut faire de la bioproduction qui est finalement pas si innovante que ça. Je crois que pour attirer des talents, il faut arriver à faire passer le message que quand même la bioproduction et ce qui est en train de se passer dans le paysage du développement pharmaceutique, ben quand même c'est associé à de l'innovation, à des médicaments qui vont guérir des maladies incurables. Bon, ça va soulever derrière d'autres enjeux d'ordre sociétaux, médico-économiques, etc., etc., dont on pourra peut-être parler, il y aura peut-être des questions là-dessus. Mais voilà, je trouve qu'il faut vraiment garder en tête que ce domaine-là, c'est quand même de l'innovation. Et qu'innovation va avec industrialisation. Et donc, c'est aussi cet élément clé sur lequel il faut amener les étudiants à comprendre ce qui se passe réellement dans les industries, et en particulier, oui, pour toutes ces thérapies innovantes. Et on parlait... Pardon, allez-y. Non, ouais. Pour compléter ce que disait Sandrine, effectivement, et Immersio, moi qui ai participé à la préparation des parcours, certains parcours et certains modules, ça permet aussi de comprendre tout ce qui est optimisation des procédés, et que fabriquer des lots cliniques, c'est plus compliqué qu'on ne le pense, et qu'il y a tout un cheminement, un état de l'art à suivre, et des formations comme ça permettent de bien comprendre le cheminement pour arriver à des succès thérapeutiques. Absolument. Et alors, donc, quand on parle de formation, justement, j'avais une question pour vous, Aurélien. Qu'est-ce qu'ils attendent les enseignants? Comment leurs attentes ont évolué pour qu'ils puissent exercer au mieux leur activité auprès de leurs étudiants, dans le sens où on sait que, évidemment, les technologies, les procédés vont très vite. Donc, comment voilà, quel regard vous portez sur la façon dont ils vont pouvoir exercer au mieux leur métier aujourd'hui et puis évidemment plus tard? Alors, il y a deux entrées essentiellement, hein. La première, c'est d'une part, eux aussi, de se former eux-mêmes en premier lieu, parce qu'effectivement, ce sont des technologies qui évoluent relativement vite. C'est un secteur industriel qui peut parfois être éloigné de certains cœurs de formation ou de certains backgrounds individuels. Et donc, il y a effectivement quand même en premier lieu un besoin pour chacun de pouvoir se former dans le cadre de la formation continue, à ces technologies, à ces process, à s'acculturer finalement aussi à cet univers-là. Ensuite, il y a un autre enjeu qui est très fort, qui est aussi en lien avec l'attractivité des métiers, l'attractivité des formations aussi qui y conduisent. Et là-dedans, on questionne tout de suite assez rapidement les modalités pédagogiques. Donc, effectivement, aujourd'hui, tout ne passe plus par l'enseignement magistral. On a des formations technologiques, professionnelles, dans lesquelles il y a beaucoup de travaux dirigés, de projets, de démarches de projets, de travaux pratiques, jusqu'à une dizaine d'heures de TP par semaine en groupe réduit. Donc, on a des modalités pédagogiques qui sont assez variées. Et là-dedans, la brique numérique vient naturellement s'insérer, et en particulier sur des univers comme celui de la bioproduction, qui est assez difficile à répliquer
en réel dans les établissements scolaires, lorsqu'il s'agit de donner à voir l'environnement professionnel, les contraintes associées, les gestes métiers. Voilà, on arrive rapidement à certaines limites du fait de la complexité organisationnelle de ces locaux. Et donc, les briques numériques, en particulier la réalité virtuelle, sont des outils qui, dans une construction pédagogique, sont extrêmement pertinents aujourd'hui. Et donc, pour ces deux enjeux, à la fois dans un souci d'attractivité, de rendre attractif auprès des jeunes qui sont aussi acculturés à ces outils, à ces technologies de réalité virtuelle, rendre les formations attractives et derrière être en mesure de les former, de mieux les former aux spécificités de ces métiers-là. Donc un double enjeu, formation des enseignants dans un premier temps, et puis ensuite attractivité et formation au plus près des contraintes et des spécificités des métiers, avec des modules comme ceci, avec des solutions technologiques qui viennent compléter le panel de dispositifs pédagogiques déjà existants. Alors justement, on parle de ces solutions pédagogiques innovantes. On est ici réunis à l'initiative d'Immersio Bio. Sandrine, est-ce que vous pouvez présenter donc rapidement Immersio Bio? Enfin, je dis rapidement, mais en fait, présenter de façon complète Immersio Bio. C'est quoi? Ça sert à quoi? Voilà, à quoi ressemble aujourd'hui Immersio Bio? Alors, Immersio Bio, c'est un organisme de formation qui propose aujourd'hui 69 modules de formation qui ont été développés par des experts du secteur, donc à la fois des experts industriels, scientifiques, académiques et d'autres organismes de formation. Et donc ces modules de formation ont la spécificité d'être entièrement digitaux, avec des modalités pédagogiques, donc effectivement de la réalité virtuelle, dont parlait Aurélien, des serious games, et des e-learning gamifiés. Donc, toutes ces solutions digitales, elles apportent quoi? C'est surtout une passerelle entre l'excellence de l'académique et puis l'industrie. C'est-à-dire que ça complète réellement et les parcours universitaires, académiques, avec des concepts, une façon d'expérimenter en fait pour les étudiants, mais Laetitia, vous pourrez rebondir, une façon d'expérimenter en fait leur futur environnement industriel. On sait effectivement c'est difficile de trouver voilà des stages alors que ce soit dans les zones de production, en contrôle qualité. Donc là l'avantage c'est que les étudiants peuvent vraiment expérimenter et apprendre par l'erreur. Évidemment, c'est toujours plus facile de faire les erreurs et de les corriger pour apprendre dans une réalité virtuelle plutôt qu'au pied du réacteur. Donc ça permet vraiment de se projeter dans le futur environnement. Et de capitaliser effectivement sur le droit à l'erreur pour l'ancrage des connaissances. Donc, juste pour finir en 2 mots, donc tous ces modules sont sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la bioproduction. Et quand je parlais qu'il y avait effectivement beaucoup de postes, de jobs associés à la bioproduction, ça va de la fermentation, à la purification, au contrôle qualité, à l'assurance qualité, la supply chain, etc. Donc c'est intéressant aussi pour les étudiants d'avoir cette vue très exhaustive. Alors justement, si on rentre dans le concret avec un retour d'expérience, Jérémy, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel cadre vous, de votre côté, vous avez utilisé la solution Immersio Bio et quel bilan vous en tirez? Alors nous, moi je suis co-responsable pédagogique parce qu'on est 5 ou 6 enseignants donc d'un parcours d'EM2 à Marseille qui s'appelle le Master 2 New Deal, qui est dédié en fait à l'innovation thérapeutique et diagnostique, et avec donc 2 collègues, Mélanie Vellier et Dr Mélanie Vellier et professeur Florence Sabatier. On coordonne les enseignements qui sont en lien avec les thérapies cellulaires, les thérapies géniques. Donc on a des lieux de sciences, on va dire, classiques, un peu fondamentales.
Et on a rajouté depuis l'année dernière, compte tenu justement de la dynamique du secteur, on pensait qu'il fallait quand même adapter nos enseignements et on a rajouté une semaine d'enseignement dédiée qu'on a appelée Initiation à la bioproduction industrielle. Parce que ces étudiants, donc nous c'est un master qui accueille aussi bien des étudiants qui peuvent aller en thèse que des étudiants qui peuvent être sur le marché du travail en tant qu'ingénieurs à la fin de leur M2. On s'est dit, bah, il faut quand même qu'ils soient conscients de ce que c'est cet environnement industriel de bioproduction, dans lequel effectivement on anticipe qu'il va y avoir, bah, grâce au financement de l'État, peut-être des vagues de recrutement. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on lit dans différents rapports. Et donc, dans cette semaine-là, initiation à la bioproduction industrielle, on a contacté un certain nombre d'industriels. Il n'y a pas d'intervenants académiques. La règle, c'est un peu ça. Donc, il y a une journée où on se rend, l'année dernière, on s'est rendu chez Sartorius, qui fabrique des équipements de bioproduction pas loin de Marseille, à Aubagne. On a passé une journée chez eux. On a eu Créafarm, Frédéric Malboz, qui sont venus pendant une journée nous faire des enseignements sur la cryoconservation thérapeutique. Il y a eu une journée, alors c'est pas vraiment industriel, mais il y a eu une journée vraiment en environnement hospitalier où ils ont visité les installations du laboratoire de thérapie cellulaire de l'endroit où je travaille, de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, les installations de cryoconservation aussi, donc de manière très pratique, mais on avait quand même un groupe de 25 étudiants, donc on est limité dans ce qu'on peut leur faire faire. On n'a pas pu les faire rentrer en salle blanche, typiquement. Donc je vous ai parlé de 3 jours, et en fait, il restait 2 jours dans cette semaine-là, 2 jours qu'on a consacrés à du format, on va dire, e-learning, réalité virtuelle avec Immersio, où on a sélectionné un certain nombre de modules. Et là, tout le monde finalement a pu se familiariser grâce à la réalité virtuelle, grâce au e-learning, à ce qu'est un environnement de bioproduction, à comprendre certaines étapes critiques. Et voilà un peu comment nous, on a fait le choix d'utiliser Immersio. Euh, Quelque chose qui est très important, je pense que c'était un pari. Alors, je sais pas, peut-être Sandrine nous le précisera, mais je pense que nous, on a été, en tout cas, peut-être dans la région sud, dans les premiers à utiliser, d'un point de vue académique, cet outil-là. Et pour moi, c'était super important d'avoir le retour des étudiants. Et en fait, on a un système finalement pour évaluer le contenu de nos UE et voilà, pour faire de l'amélioration continue. Et je dois dire que moi, j'ai été très, très, très agréablement surpris par le retour des étudiants parce que bah, globalement, la semaine, justement, ils ont adoré être au contact des industriels. Et si on fait un focus sur la réalité virtuelle, la techno immersio, bah, ils ont adoré. Alors que bon, moi, c'était un peu un pari parce qu'on aurait pu imaginer qu'ils trouvent ça finalement barbant en disant ben non, ça ne nous plaît pas ou ça ne nous plaît pas d'avoir des casques sur le visage toute la matinée. Ben non, c'est clairement une modalité pédagogique qui a fait complètement l'unanimité, ce qui fait qu'on a renouvelé et même on est allé un peu au-delà puisqu'on a avec Immersio désormais une demande de financement via l'AMI Compétences et métiers d'avenir qui est en cours, qui nous permet très clairement de changer d'échelle, parce que là, on n'a que 4 modules, dont 2 modules de réalité virtuelle, mais on pourrait complètement changer d'échelle si on parvenait à avoir ce financement complémentaire. Voilà, j'étais un peu long, mais j'ai résumé toute l'histoire. Non, mais c'est parfait. Et ce qu'on voit surtout, c'est que c'est ce que vous disiez, Jérémy, c'est cette complémentarité quelque part. Évidemment, l'un ne se substitue pas à l'autre, mais avec comme objectif d'avoir des étudiants qui, dès leur cursus initial, peuvent se projeter dans l'environnement professionnel dans lequel ils seraient amenés à évoluer si leur choix se concrétisait Peut-être sur la... Ouais. un tout petit complément, même de manière plus large, puisque ça a été dit en introduction, et moi je pense que de manière globale, nous en tant qu'enseignants, on doit tendre vers ça, avec voilà, des outils technologiques ou pas, mais le fait aussi que ce soit les étudiants qui fassent. Voilà, on revient sur cette histoire de apprendre en faisant, learning by doing. Ben, c'est voilà, rendre ludique l'apprentissage, c'est-à-dire moi je crois vraiment plus du tout dans le modèle de cours descendant.
Je pense qu'il faut... Et puis surtout, alors ça dépend évidemment à quel moment l'étudiant est placé dans son cursus, mais quand on arrive à des étudiants qui sont en bac+5, qui potentiellement vont être sur le marché du travail, bac+5, bac+6, quand on a des pharmaciens comme Laetitia qui potentiellement vont être sur le marché du travail, on ne peut pas leur faire, je ne sais pas combien, 400 heures de cours descendants. C'est impossible. De toute façon, les étudiants, ils ne nous écoutent plus à la 3e minute de cours. Ils sont sur leur téléphone, ils sont en train de faire le CV, la lettre de modification sur l'ordi. Donc voilà, il faut qu'on s'adapte. Et voilà, des journées comme ça, ben, je sais qu'ils ressortent. Ils ne travailleront pas forcément tous dans la bioproduction, mais c'est pas grave. Ils ressortent, ils ont compris ce que c'était un environnement, ils ont compris comment s'habiller stérilement, ils ont compris ce que c'était une connectique stérile. Voilà, ils ont compris des choses qui leur serviront ou pas, mais en tout cas, ils ont retenu des choses et en plus, ils l'ont fait avec plaisir. Et donc, en tant qu'enseignant, moi, ça coche toutes les cases, quoi. Et puis, j'ajoute aussi, il faut se placer du côté des industriels, parce que pour les industriels, accueillir dans un premier emploi des étudiants qui, effectivement, comme vous l'avez dit, Jérémy, connaissent déjà les connexions stériles, le fait d'être en salle blanche, les comportements qui vont bien, c'est un vrai avantage et pour l'appropriation des pratiques professionnelles et puis l'accélération de la prise de poste derrière. Alors Ouais, justement, allez-y, Aurélien. non, juste pour rebondir sur ce que disait Jérémy, effectivement, à bac+5, on ne peut plus attendre des étudiants qui ingurgitent des cours en magistraux très descendants. Ben, c'est la même chose, au lycée, au niveau lycée. Hein. Voilà, on a des publics qui évoluent. Et aujourd'hui, on a des modalités pédagogiques, des stratégies pédagogiques qui doivent aussi évoluer, qui doivent aussi s'adapter à ce public-là. Et donc, ces outils, voilà, les outils, l'apprentissage par le numérique est aujourd'hui assez indispensable. Et il est difficile d'envisager des parcours de formation sans intégrer ces outils-là. Et donc, voilà, on a effectivement une offre et des outils qui sont particulièrement dimensionnés pour ces apprentissages. Alors, avant d'avoir votre témoignage, Laetitia, parce qu'on parle des étudiants, et donc c'est évidemment crucial d'avoir aussi votre regard sur le sujet. Mais juste avant, Jérémy, Sandrine, Aurélien, si vous aviez des conseils justement pour des étudiants dont le choix est arrêté de travailler sur des sujets de bioproduction, qu'est-ce que vous leur donneriez comme, parce que je sais qu'il y a des étudiants qui étaient inscrits notamment à ce webinaire, qu'est-ce que vous leur donneriez comme, voilà, comme conseil, comme bonne pratique avant de se lancer dans une telle carrière? Alors, moi, je dirais en premier, je me lance, d'être curieux. D'être curieux parce qu'encore une fois, il y a 1001 métiers en bioproduction et c'est un secteur qui reste finalement assez peu connu. On a beaucoup parlé de l'attraction des talents. Donc, surtout être curieux et voilà, aller voir ce qui leur plairait le plus pour leur futur professionnel. Oui, c'est ça, être curieux sur les métiers, effectivement, il y a énormément de possibilités différentes. Être curieux sur les formations aussi. Aujourd'hui, on a énormément de formations très différentes, de l'enseignement général, de l'enseignement professionnel, de l'enseignement technologique, des formations courtes, des formations professionnalisantes, en 1 an, 2 ans. Voilà, il y a énormément de possibilités de formation. Ça peut être... Non, effectivement, il faut qu'ils soient curieux et qu'ils aient un peu la volonté d'aller comprendre comment tout ça est structuré, quelles sont les possibilités qui leur sont offertes. Je rebondis, c'est justement la finalité des campus, des métiers, des qualifications sur lesquels on est en train de travailler en région Occitanie, que de donner à voir une offre complète, claire, lisible de toutes ces possibilités, de tous ces parcours de formation sur l'ensemble des métiers d'une filière. Donc oui, il y a des enjeux de curiosité et on doit, nous, aller en tant que formateurs, les professionnels aussi, on doit aller vers ces publics-là, vers ces publics jeunes, scolaires, dès le collège. Ils commencent leur orientation, leur parcours d'orientation dès la 5e.
jusqu'en troisième avec ces stages de troisième. Donc là, on doit pouvoir aller adresser ces publics-là pour leur donner à voir quels sont effectivement tous les débouchés en termes de métiers potentiels et puis les modalités d'accéder à ces formations, à ces métiers-là par toutes les formations qui sont proposées. Peut-être, moi je pense que s'il y a des étudiants, je suis complètement d'accord sur ce qui a été dit, finalement d'être curieux et chercher à se créer des opportunités. Mais ça, c'est pas propre au domaine de la bioproduction, c'est un conseil qui s'applique à n'importe quel étudiant, c'est-à-dire finalement vous entendez parler de quelque chose qui vous intéresse, vous avez vu un reportage sur quelque chose, ça vous semble inaccessible, mais n'hésitez pas à contacter le labo, le chercheur, etc., pour aller faire un stage, pour voir de plus près. Je pense que voilà, chercher finalement à se créer des opportunités de rencontres, de stages, etc., pendant ses études, c'est quelque chose qui est hyper important et pas s'arrêter à, malheureusement, moi je vois un peu trop souvent ça, ah mais j'ai fait un mail, il m'a pas répondu, ben, si t'as pas répondu, ben, tu l'envoies et si tu l'envoies 10 fois, tu l'envoies 10 fois, c'est pas grave. Parce que c'est pas, si on t'a pas répondu, c'est qui est pas normal, c'est de ne pas te répondre. C'est pas, c'est donc donc moi j'encourage vraiment les étudiants à solliciter voilà des chercheurs, des industriels, voilà des écoles pour avoir plus d'informations sur les débouchés, les métiers et pour finalement faire des choix un peu en connaissance de cause. Voilà, c'est aussi important, quoi. Donc c'est un appel aussi aux potentiels représentants des filières industrielles, s'il y en a sur sur ce webinaire, à bien répondre aux sollicitations, parce que derrière, il y a des étudiants qui potentiellement feront des choix structurants pour leur avenir. Alors du coup, Laetitia, est-ce que vous pouvez vous revenir sur votre parcours, comment vous vous êtes familiarisé avec la bioproduction, enfin voilà, comment vous en êtes venu à vous intéresser à ce secteur? Donc, moi, je viens d'un parcours pharmacie et donc j'ai fait le master New Deal que vous a décrit Jérémy. Et donc, comme il vous l'a dit, il y avait cette semaine bioproduction. Donc, ça, c'est une option que j'avais choisie. Et c'est vrai que ce qui était particulièrement marquant, c'est que ça coupait complètement avec les enseignements plus traditionnels qu'on a l'habitude d'avoir. Et donc, en fait, au-delà de ça, justement, pour rebondir sur la curiosité, ça a attisé directement notre curiosité, vu que ça coupait vraiment avec tous ces cours vraiment traditionnels de diapo qu'on suit, quoi. Et donc, voilà, j'ai eu l'occasion d'en parler avec tous les étudiants de ma promo. Et c'est vrai que là, sous forme de réalité virtuelle, c'était complètement nouveau pour tout le monde. Et ça nous a vraiment mis dans le monde de la bioproduction. On avait l'impression d'y être. Et je pense que pour certains, ça a fait découvrir un monde où on s'est dit, ah ben tiens, ça existe et qu'on ne connaissait pas. Et ça peut, je pense, vraiment lancer des carrières dans ce monde-là. Donc, non, du côté des étudiants, je sais qu'il y avait un très, très bon retour. On a tous vraiment aimé. Donc vraiment, du point de vue étudiant, c'était que du positif. Alors, avant qu'on ouvre les questions éventuelles de l'assistance, est-ce que vous avez chacun un mot complémentaire que vous souhaiteriez adresser sur le sujet des solutions digitales pour dynamiser ou pour constituer un levier pédagogique dans le futur de ces formations initiales? Oui, un animaux peut-être. Non, c'est intéressant. Certains redoutent dans le monde de la formation le tout digital et un éventuel risque de remplacement. En fait, c'est de complémentarité dont il s'agit. Hein. On a eu une période difficile d'enseignement 100% distanciel pendant le Covid. On a vu l'importance des liens humains et du présentiel. Il ne s'agit pas de revenir en arrière au tout à distanciel ou sans présentiel parce qu'on aurait des outils digitaux. Non, en fait, ils ont vraiment vocation à être intégrés dans des scénarios pédagogiques en présentiel
en maintenant finalement une présence de classes, de groupes, de relations entre étudiants, de relations enseignants-étudiants. Et c'est dans ce cadre-là, assez classique finalement, que ces nouveaux outils ont vocation à s'intégrer. Alors oui, complètement, et vraiment sur des offres combinées, des partenariats, ça c'est clé. Et puis j'ajoute juste l'apprentissage par le jeu aussi et par le faire, qui est vraiment passionnant en fait, et qui permet d'acquérir des connaissances en combinaison avec évidemment les connaissances plus théoriques qui sont indispensables. Ça permet vraiment de développer, on en parlait, la curiosité et ce côté ludique, il est vraiment très important. Et peut-être je vais rebondir là-dessus. Effectivement, au-delà, on va dire, de l'intérêt de ce qu'ils vont retenir. Enfin, en fait, les étudiants vont retenir des choses parce que la modalité d'apprentissage est ludique et que en fait, ils apprennent en faisant, effectivement, on l'a déjà dit. Et je pense que probablement, on pourrait aller encore plus loin. Ça, c'est une petite perche tendue pour Immersio, en leur suggérant ces parcours digitaux, finalement, pourquoi pas aller de A à Z en fonction des décisions qui vont être prises pour le développement d'un produit, leur dire, ben non, là, la décision qui a été prise ne fonctionnera pas, mais vraiment sur une chaîne globale pour aller vraiment dans cette gamification. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que nous, ce qu'on a mis en place à la fac, on a mis en place un business game qui n'a rien à voir avec la bioproduction, mais qui est vraiment pour sensibiliser à l'entrepreneuriat et le fait entre guillemets, porter un projet de A à Z qui là pourrait être un projet de finalement bioproduction d'un médicament virtuel du début jusqu'à la fin de la chaîne, ben, je trouve que c'est quelque chose qui pourrait être qui pourrait être encore plus enthousiasmant pour les étudiants, quoi. Alors, je prends le point. Et puis, Jérémy, il faut absolument qu'on vous montre d'autres modules dans les derniers qu'on a fait sur justement des serious games, sur le développement des procédés, où il y a vraiment ces prises de décision et voir comment les décisions prises impactent la production finale. On en reparle. Okay. Ça va. Alors maintenant, je vous invite les uns et les autres, écoutez, même à prendre la parole si vous le souhaitez ou à poser vos questions via la boîte conversation que vous avez en haut de la conversation Teams, juste en haut des visages des uns et des autres. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors moi j'en ai une du coup, vous avez commencé à l'aborder Jérémy. On a beaucoup parlé, enfin on parle beaucoup d'innovation en matière de bioproduction. Quels autres types d'innovation en matière de formation vous envisageriez ou vous rêveriez d'avoir? Donc on a ce Serious Game de début à la fin sur des biothérapies. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Alors vraiment, la question est très ouverte. Aurélien, Laetitia, Jérémy, est-ce qu'il y a des choses qui vous sembleraient être particulièrement pertinentes? Moi, j'avoue que on l'a dit déjà à beaucoup de reprises, mais le fait que ce soit les étudiants qui fassent, nous, typiquement, on a peut-être ce qui pourrait être, parce que là, vraiment, on est effectivement dans le développement d'un médicament. On parle bien de bioproduction, donc on est sur la phase de production. On vient s'y adosser peut-être un petit peu de contrôle qualité, mais finalement, on n'a pas la partie, on va dire, peut-être R&D. Alors, je sais qu'il y a des modules, en particulier sur les MTI proposés par Immersio, qui sont un peu plus sur le volet réglementaire.
Nous, si je vous prends un exemple sur un médicament innovant, donc les Vinteglo, Vinteglo qui est un médicament de thérapie génique qui est utilisé pour soigner les bêta-thalassémies majeures, on avait fait on avait fait un atelier de pédagogie inversée avec les étudiants en filière industrie à Marseille, où on avait demandé aux étudiants, il y en a un, ça va être le secteur R&D du labo. Alors justement, on n'avait pas pu, c'est dommage, et je suis en train de me dire, en fait, ce qui aurait été génial, c'est de coupler les aspects pour concrètement ils comprennent ce que c'est la bioproduction d'un médicament de thérapie génique. Dans cet atelier, on avait un groupe qui était le marketing, il devait faire les plaquettes pour le médicament. On avait ceux qui étaient le réglementaire, on avait ceux qui étaient la R&D. On avait même fait un groupe qui devait parler au nom des assos de patients et un groupe qui était le payeur. Je pense que ça, c'est un élément très très important. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est quelque chose qui est, qui est dans les tuyaux côté Immersio, mais les aspects médico-économiques, la sustainability de ces produits, c'est, on est obligé d'en parler voilà, quand on parle de bioproduction, donc c'est super important. Et voilà, et en fait, je me dis, t'as la question, ouais. un atelier où en fait toujours pareil, où on met les étudiants par petits groupes, il y en a un qui vont bosser sur la R&D, ils vont faire leur recherche, ils vont nous sortir une petite présentation. Pour la prod et le sécu, on pourrait faire des approches très pratiques avec Immersio, puis je pense qu'il y a des éléments médico-éco, mais là on sort, peut-être que effectivement les aspects de VR ont moins d'intérêt, mais en tout cas les intégrer dans un parcours complet pour leur dire vous êtes allé de la R&D. Finalement, qu'est-ce qui change aussi en termes de prod entre la R&D et la prod, c'est-à-dire le scale-up, le passage GMP, tout ça aussi, c'est des choses il y a des vrais enjeux à faire comprendre ça aux étudiants parce qu'en fonction de l'endroit où ils vont être embauchés dans la chaîne, ce ne sera pas du tout la même chose, quoi. Non, mais ça, c'est effectivement, hein, et c'est pour ça qu'on a développé aussi donc vraiment des modules sur le développement, donc plus en amont, avec tout le transfert de technologie, justement, donc pour s'assurer du passage à l'échelle à partir du développement des médicaments. Et oui, et sur les nouvelles thérapies, alors c'est évidemment un domaine qui bouge quasiment tous les jours, mais de la même façon, on donne la partie voilà, industrialisation. C'est intéressant parce que tous ces aspects effectivement plus économiques, ils peuvent être abordés dans certains modules, mais c'est pas forcément des modules dédiés à ça. Mais effectivement, être vraiment présent de bout en bout sur toute la chaîne, c'est quelque chose qui est intéressant. Et puis pour les étudiants, qui sera clé dans leur futur métier. Alors, on a deux questions. La première, est-ce que... alors, pardon, je la lis. Existe-t-il des modules de formation en virtuel adaptés pour des niveaux scolaires plus bas? Alors, je lis exactement. Collège, lycée. Alors, toute l'offre, en fait, sur les 69 modules, ça va vraiment de la prise de contact, j'allais dire, sur l'environnement de la bioproduction. Donc, vraiment pour des gens qui n'ont pas encore de connaissances en bioproduction, jusqu'à, effectivement, des experts, où là, on aura plus comme je le disais, développement du procédé en R&D, ou des choses plus pointues sur l'analyse des data, par exemple, les nouvelles thérapies. Donc, on peut regarder très spécifiquement. Il y a des réalités virtuelles sur l'habillage, par exemple, qui sont très accessibles pour des niveaux collège, lycée, et qui permettent déjà d'entrer dans le monde industriel de la bioproduction. Ouais. Merci beaucoup. Alors, une autre question, Jérémy, Aurélien, mais aussi Laetitia, j'imagine. Est-ce que les étudiants ont émis le souhait de valoriser ce type de formation dans leur CV, par exemple sous forme d'une certification? Alors moi, pour les étudiants, mais Laetitia nous le confirmera, l'idée de cette semaine d'enseignement qu'on a mis en place, c'était clairement que les étudiants puissent rajouter quelques lignes sur le CV.
Donc oui, alors je ne sais pas la forme que ça prend avec Immersio, je ne me rappelle pas exactement, mais c'est des attestations de réussite de certains modules. Je vous ai parlé tout à l'heure de cryoconservation thérapeutique avec Créafarm. Tous les étudiants sortent aussi de cette semaine-là avec une attestation de formation des risques liés à l'azote. Voilà, moi je trouve que c'est toujours ça derrière. Bon, si on s'oriente vers le domaine des thérapies cellulaires, des thérapies géniques où on manipule de l'azote régulièrement, bah, c'est des choses qui sont intéressantes. Donc, voilà, mais je laisse les autres compléter. Oui, en fait, il y a un vrai sujet sur ces micro-certifications, sur ces attestations de compétences complémentaires finalement aux diplômes existants. On a des diplômes qui sont communs, qui sont généralistes, hein, et lorsque aujourd'hui on va de plus en plus vers une individualisation des apprentissages, vers des micro-spécialisations, lorsqu'on va travailler les passerelles hein, entre formations aussi, on va avoir besoin de pouvoir témoigner de compétences particulières hein, et de chercher à se distinguer et pas forcément que à se distinguer, mais en tout cas à témoigner au regard des professionnels, auprès des professionnels, hein, de la tournure que l'on veut donner à son parcours de formation et à la carrière que l'on envisage. Et c'est pas forcément toujours faisable avec des gros blocs de diplômes comme on les connaît actuellement. Et c'est toutes ces modalités de certification complémentaire, hein, d'attestation complémentaire de compétences hein, sont extrêmement importants, que ce soit sur la bioproduction, sur d'autres sujets, effectivement, trouver les moyens de donner à voir qu'on a été formé sur tel ou tel sujet qui peuvent venir effectivement se rajouter en plus ou aller peut-être un petit peu plus loin que là où va le diplôme initial. Donc, alors nous, de notre côté, sur les académies de Toulouse et Montpellier, on n'a pas encore proposé ces modules-là aux étudiants, aux élèves et aux étudiants. On commencera ça à partir de la rentrée prochaine. Mais là, effectivement, le sujet se posera de comment est-ce qu'on leur permettra de témoigner, de prouver, d'attester qu'effectivement, ils ont été formés, ils ont suivi ces modules-là de formation. Il y a un certain nombre de dispositifs hein, pour ça, les portfolios de compétences, hein, il y a un certain nombre de choses qui existent aujourd'hui, de solutions, mais c'est effectivement important de pouvoir donner à voir aux acteurs du monde de l'entreprise hein, qu'on a effectivement un bagage déjà, qu'on a un bagage hein, et qu'on n'aille pas forcément avec le seul diplôme qui ce bagage général, pas forcément non plus toujours très lisible hein, par les professionnels. Et donc, pouvoir attester de ça, c'est effectivement quelque chose d'important. Pardon, allez-y, Laetitia. Merci. C'était juste pour un petit point. En effet, quand en tant qu'étudiant, à la fin, on pouvait suivre en fait le pourcentage de notre parcours et à la fin, on pouvait. Je crois qu'il y avait un document à télécharger ou en tout cas, on avait pris un screen de l'écran. Et en tout cas, je sais que pour tout ce qui est après recrutement derrière, enfin moi, mes entretiens à chaque fois, ça se faisait sur des domaines niches ou alors sur des lignes de mon CV qui étaient un peu niches. Et c'est le genre de choses qui peuvent vraiment faire ressortir le CV de la pile, quoi. Oui, je voulais juste ajouter que très récemment, hein, je crois la semaine dernière ou il y a 15 jours, j'ai vu sur LinkedIn une alternante qui avait été formée avec un de nos parcours qui avait effectivement mis le certificat sur son poste, enfin qui l'avait posté. Ouais. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question. Est-ce qu'il y a des modules qui existent sur la cosmétologie? Alors non, pas spécifiquement parce que on est vraiment sur le domaine de la bioproduction en santé, donc de production de biomédicaments. Cependant, je pense qu'il y a des domaines, par exemple sur la chaîne du froid en supply chain ou la répartition aussi aseptique, l'entrée en salle blanche qui peuvent convenir à plusieurs domaines. Tout à fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la salle sur ces sujets? Je ne pense pas, a priori. Ah, si, pardon. Alors, est-ce que vous pensez que ce type de formation est plus propice à un apprentissage individuel en e-learning ou bien hybride
avec l'animation d'un expert ou d'un enseignant, pardon, qui peut accompagner les messages? Personnellement, après l'avoir fait, moi, j'étais quand même contente qu'il y ait quelqu'un avec nous pour vraiment tout nous expliquer et je trouve que le fait qu'on soit aussi entourés, qu'il y ait nos collègues, en fait, avec nous, ça crée aussi une ambiance. On a envie d'en parler après quand, voilà, de dire: «Ah, ben toi, tu as fait quoi à cette étape?» Enfin, du coup, je trouve que ça crée vraiment plus, une cohésion quand on est, voilà, avec d'autres personnes et avec quelqu'un pour nous accompagner. Ouais, c'est vrai qu'on alors l'année dernière, c'était 2 jours, cette année, c'était 1 journée et demie. On essaie de même si en fait, en fonction de l'organisation, bah, les étudiants pourraient faire certaines choses, donc pas évidemment la VR, mais la partie, on va dire, e-learning, ils pourraient la faire de chez eux. Nous, on a une organisation où on rassemble tout le monde, donc cette année, je crois qu'on était 24. On a plusieurs salles pour la VR. Bon, là, il y a un planning un peu tournant, mais c'est vrai que je suis d'accord avec ça, ça crée une petite émulation aussi qui est sympa, voilà et en fait, ils ont pas je pense que c'est un entre guillemets, dans le master, c'est un moment presque un peu cool, quoi, parce que, beh, voilà, c'est pas comme je vous le dis, il y a pas ce côté cours magistral, et je pense que ça participe aussi à un peu à, bah, finalement souder aussi les étudiants entre eux comme l'a expliqué, Laetitia, quoi. Mmh. Et juste de notre côté, en fait, côté Immersio, même si toutes les formations sont digitales, ça n'empêche pas qu'il y a un vrai accompagnement aussi, déjà dans le choix des modules, hein, au niveau des enseignants ou des industriels, et puis dans l'accompagnement aussi tout au long des formations. Oui, parce que c'est un point important, Jérémy, par exemple, vous mentionniez le fait que vous, aujourd'hui, vous avez 4 modules sur lesquels vous interveniez. Sandrine, vous précisiez qu'il y en a 69 en tout dans le catalogue, d'Immersio. Donc, j'imagine qu'il y a aussi, voilà, ce côté un peu sur mesure dans le choix des modules en fonction des besoins, qui sont identifiés auprès des équipes pédagogiques, pour les étudiants. Oui, tout à fait. Et puis on a des conseillers scientifiques qui sont vraiment là pour expliquer ce que ça contient, à quoi ça peut servir, comment les utiliser, etc. Alors, j'ai une dernière question, de mon côté, hem, pardon parce qu'elle est peut-être un peu provocatrice, mais je vous la pose quand même. Est-ce que vous avez le sentiment que, les équipes, pédagogiques en France sont prêtes à cette bascule ou en tout cas ce côté, voilà, gamification dans l'enseignement, faire le choix de passer par du digital? Est-ce que vous avez le sentiment que cette démocratisation quelque part du levier pédagogique, digital est devant nous? Est-ce qu'on est prêt pour ça? Bon, moi, au-delà du fait d'être prêt, je pense que franchement, on n'a pas le choix, quoi. Donc, c'est voilà, si on veut, on a parlé au début de sensibiliser, attirer, voilà, bon, nous, on a un cas concret avec notre master, hein, finalement, qui a un espèce de cas d'étude, mais déjà, il faut parler le même langage que les étudiants, Mmh. et il faut comprendre finalement dans quelle manière ils vont le mieux retenir les choses. Il faut leur faire rencontrer, alors évidemment en particulier dans ce domaine, des industriels. C'est-à-dire que c'est pas possible qu'on ait voilà, sur du développement de médicaments, des parcours de M2 où il y a que des enseignants académiques. Ça n'a pas de sens, quoi. Puisque, de toute façon, les gens qui vont les embaucher derrière, en grande majorité, ce seront des industriels et voilà et donc je pense que c'est très important et nous, on essaie de mettre en place un espèce de cercle vertueux où, évidemment, nous, le parcours est en alternance et on essaie de faire en sorte que, d'avoir des étudiants en alternance, que les industriels, en fait, soient contents, de la qualité de la formation et que, l'année d'après, ils nous en reprennent un et cetera et cetera. Mais je pense que, est-ce qu'on est prêt? Pour moi, c'est même pas une question d'être prêt ou pas prêt. C'est voilà, faut vivre avec son temps et il faut franchir le pas, quoi. Oui, c'est ça, hein, c'est effectivement, faut franchir le pas parce qu'effectivement, on peut considérer qu'on n'a pas le choix. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des réticences, hein, mais comme dans toutes les évolutions, finalement, toutes les nouvelles modalités pédagogiques, hein,
marge de projet où effectivement il y a tout le temps une appréhension sur le temps que ça va prendre, hein, sur le côté chronophage, hein, sur les changements que ça implique d'organisation pédagogique aussi. Mais ce qui convainc tout le monde finalement des bienfaits du changement, c'est le retour des étudiants. Et n'importe quelle nouvelle modalité pédagogique, dès lors qu'elle vient rompre un petit peu la routine de la formation, c'est quelque chose voilà, qui redynamise une formation et qui donne un autre apport, une autre entrée et qui contribue aussi effectivement à former, à bien former. Donc très rapidement, les premières appréhensions sont assez rapidement levées. Mais il faut amener vers ces outils-là. Il faut montrer, faire une démonstration. Aujourd'hui encore, donc on est aujourd'hui là à Toulouse, au lycée Stéphane Hessel, pour la JNBB. Et on a effectivement des interventions d'immersio, des tests qui sont proposés auprès des enseignants et des industriels. Donc, c'est effectivement des choses qu'il faut pouvoir, vers lesquelles il faut pouvoir amener. Et alors, une dernière question complémentaire sur ces sujets de massification. Quid du coût de ces formations dans les filières au sein de l'éducation nationale? Alors, j'imagine quid de la prise en charge, quid des tarifs, Alors effectivement, alors je réponds, j'imagine que la question s'adresse à moi. C'est effectivement un sujet toujours dans ces formations à éducation nationale où on a des contraintes très fortes en termes de financement, que ce soit sur les plateaux technologiques, sur les équipements, sur les consommables et surtout les autres dispositifs qui vont venir s'agréger sur ces formations, les abonnements, des outils, des logiciels, des solutions numériques. Et donc à chaque fois se pose la question de comment financer. Aujourd'hui, on a sur la région Occitanie un AMI, CM1, BIOC qui contribue à accompagner cet équipement sur ces plateformes et sur l'achat de casques de réalité virtuelle. On a un montage de campus des métiers et des qualifications qui est en cours de préfiguration. Et donc là, on a des outils AMI-CM1, campus des métiers et des qualifications, qui ont vocation à pouvoir adresser ces enjeux un petit peu de financement, d'équipement, de montée en gamme des modalités pédagogiques, des équipements technologiques, que ce soit des équipements analytiques pour les laboratoires ou que ce soit des solutions logicielles, des solutions numériques. Donc, il y a effectivement un sujet de financement, mais pour lesquels on a un certain nombre de leviers pour adresser à ces sujets-là. Et effectivement, on a déjà échangé avec Sandrine sur les schémas, sur ce qui serait effectivement le mieux comme structure d'offres à proposer aux établissements d'enseignement de format éducation nationale. Voilà. Il y a des échanges à avoir, des discussions qui doivent pouvoir nous permettre d'aboutir à des solutions qui soient acceptables par toutes les parties. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, il faut les trouver, mais il n'y a pas de crainte de ce niveau-là. Tout à fait. Bon, eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'on retiendra que je retiendrai cette nécessité. Voilà, c'est pas qu'un enjeu d'attractivité, mais cet enjeu de pouvoir répondre aux attentes des étudiants. Merci Laetitia d'ailleurs pour votre témoignage là-dessus. Des professeurs et des enseignants. Merci Aurélien d'en avoir été le porte-voix et puis de ceux qui animent ces masters et ces formations. Donc merci Jérémy aussi pour votre point de vue sur le sujet. Merci évidemment Sandrine d'avoir contribué à montrer ce que une solution digitale comme Immersio Bio peut apporter en matière d'enseignement sur les sujets de bioproduction. Merci à chacun évidemment de vous être connectés. On va faire
un petit compte-rendu avec les extraits vidéo de ce webinaire. Et évidemment, n'hésitez pas à le partager auprès de vos collègues, communautés. Et puis, bonne JNBB à ceux qui continuent sur le sujet. Et puis, bon après-midi à chacun. Merci beaucoup. Bon Merci, bonne après-midi. journée. Merci. Merci. Bonne journée. Merci, Au revoir. au revoir. Au revoir.